Tensions géopolitiques, ralentissement des investissements et fragmentation des chaînes de valeur, le Maroc tire son épingle du jeu dans un contexte mondial déstabilisé. Selon le dernier rapport de la CNUSED des Nations Unies, le Royaume a attiré plus de 3,3 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2025, soit une progression spectaculaire de 91% en un an. Ce rapport met en avant plusieurs atouts comme le port de Tanger Med, devenu un corridor logistique de référence, l'essor de la filière des batteries électriques, le développement des énergies renouvelables ou encore le rôle du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Alors le Maroc est-il en train de changer durablement de catégorie auprès des investisseurs internationaux et quels défis restent encore à relever? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'économiste Raouf Redouane, professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat et un des rares économistes africanistes du Maroc. Bonsoir Raouf Redouane et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Donc on voit que le Maroc enregistre une hausse de près de 91% des IDE, donc des investissements directs étrangers, en une seule année. Comment expliquez-vous une telle progression alors que les investissements internationaux reculent dans plusieurs régions du monde ? Oui, absolument. C'est vrai que les données montrent un recul dans certaines régions comme l'Afrique du Nord, ou dans d'autres régions. Le Maroc a bénéficié, on pourrait dire, d'un rebond important de plus de 90%. Alors, la première explication, me semble-t-il, qui est plus plausible, c'est que le Maroc bénéficie d'un phénomène mondial de recomposition géographique des chaînes de valeur mondiales. On sait qu'on est dans un monde de plus en plus fragmenté, il y a plus d'incertitudes. Et dans ce contexte, les entreprises cherchent davantage à produire plus près du marché et cherchent aussi à sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Donc, il y a une volonté de réduire les risques géopolitiques. Mais il n'y a pas que ça, en fait, qui peut expliquer c'est-à-dire ce rebond. C'est que le Maroc présente aussi plusieurs avantages. On voit le nombre d'entreprises de grande envergure qui s'implantent. Donc ces avantages peuvent se matérialiser par la stabilité politique oui, macroéconomique. Mais à quoi a-t-on affaire avec ce rebond? Est-ce qu'il s'agit d'un rebond ponctuel ou d'une tendance bien établie? Alors, les choses montrent, en fait, quand on regarde la qualité et la nature des investissements, on est beaucoup plus sur quelque chose de l'ordre du structurel. Et je l'espère, hein, je le crois et je l'espère en tout cas. On est, me semble-t-il, en train de récolter les fruits de stratégies, de choix industriels qui datent de plus de 20 ans en quelque sorte. Malgré qu'on avait un souhait d'industrialiser le pays depuis l'indépendance. Mais là, il semble qu'on est sur une logique beaucoup plus structurelle. On voit le portefeuille, par exemple, du projet industriel qui s'implante sur les batteries électriques, les composantes automobiles, avec une amélioration des taux d'intégration dans les énergies renouvelables, comme vous le citiez tout à l'heure. On y reviendra sur ces notions. Dans la durée. Oui, alors on reviendra sur ces notions, mais toujours dans ce contexte de progression, le stock d'investissement étranger atteint désormais plus de 80 milliards de dollars. Alors que révèle cette progression continue sur la confiance des investisseurs internationaux envers le Maroc? Est-ce que il y a des questions de stabilité économique, ce genre de choses qui entrent en jeu? À vrai dire, comme le soulignez, c'est vrai que le stock d'investissement direct à l'étranger, c'est une mesure de confiance. Plus il y a une accumulation, donc on comprend que les investisseurs, c'est surtout les firmes multinationales qui sont les vrais acteurs les plus importants dans ce registre. Donc il y a une confiance qui s'installe. Mais on peut avoir deux lectures. Ça dépend de la nature, encore une fois, comme je viens de le dire. Une lecture positive, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation, c'est un marqueur de confiance.
Et une lecture qui peut être négative, c'est-à-dire que c'est une mesure aussi de mainmise du capital étranger sur l'économie nationale. Mm. Plus on a de contrôle d'entreprises étrangères du capital au niveau national, ben, s'il y a des perturbations, si ces investissements ne sont pas d'ordre, sont pas inscrits dans le long terme, c'est des choses qui peuvent aussi créer des chocs Oui. une fois qu'il y a des... Mais mais je veux rester plutôt optimiste. On est Mm. plutôt dans une logique de confiance, en quelque sorte, qui ressort de ces investissements-là. Après, il y Euh, a de réels projets qui permettent de conserver cette souveraineté économique, comme le port de Tangemet qui est cité dans le rapport de la CNUSED et qui est présenté comme un véritable modèle logistique mondial. Alors, en quoi cette plateforme change-t-elle concrètement la compétitivité du Maroc auprès des industries internationales? oui, les ports, on sait que depuis qu'on parle des chaînes de valeur mondiale, c'est-à-dire il y a une décomposition en tout cas de la production à l'échelle mondiale de par les pays, les ports, la logistique jouent un rôle fondamental. Euh, et le port justement d'Otan-Jumed joue un rôle structurant à ce niveau. Le port d'Otan-Jumed n'est pas simplement un port, c'est un véritable écosystème industriel intégré. Donc les Oui, donc entreprises... tout à fait. Donc on peut concevoir en fait le rôle de l'infrastructure de Tangemet comme un hub entre l'Europe, l'Afrique et les marchés mondiaux. Tout à fait. Les entreprises, quand elles s'installent, c'est aussi grâce à ces infrastructures logistiques, parce qu'ils se rapprochent au-delà des avantages qu'offre le Maroc d'un point de vue local. Il y a la proximité au marché européen, par exemple, et ces ports-là jouent un rôle, encore une fois, important. Et ça constitue justement un avantage compétitif à l'échelle internationale. Et donc le Royaume est désormais identifié comme un acteur majeur de la chaîne mondiale des batteries électriques, vous l'avez évoqué. Alors comment le Maroc est-il parvenu à attirer des projets aussi stratégiques que ceux de Gotion, CNGR ou Stellantis? Et si vous pouvez en quelques mots nous expliquer quels sont ces projets? Alors, ces projets que vous venez de citer, justement, ce sont des projets de grands groupes, des leaders mondiaux. Stellantis, par exemple, évoque un investissement de 1,5 milliard. C'est parmi les gros investissements en Afrique dans ce domaine. Les géants chinois dans des domaines, par exemple, de la batterie. Donc, on rentre en fait dans un type d'investissement qui est ciblé, qui est la création d'un écosystème ou de cluster en quelque sorte. C'est une nouvelle manière de faire de la politique industrielle qu'a mené le Maroc jusque-là. Et ça revient à travers différents canaux en quelque sorte. D'abord, il y a la recherche de matières premières. On sait que le Maroc possède environ 70% de réserves mondiales connues de phosphate, qui est indispensable pour certaines technologies de batterie, dans ces entreprises chinoises, par exemple, lorsqu'elles s'installent à ce niveau-là. Il y a un écosystème où on peut parler carrément de filière, hein, de l'automobile déjà installée, déjà développée, et qui est en train d'intégrer d'autres segments comme les batteries, l'automobile, ou plutôt les véhicules électriques. Tout ce écosystème, en quelque sorte, devient attractif. En fait, les investissements attirent les investissements. Quand on a un écosystème qui est en place, ça donne un effet cluster, en quelque sorte. Et donc, ça attire aussi des grosses entreprises. Le fait qu'il y a une industrialisation ciblée, un écosystème qui s'établit, mais il y a aussi un rapprochement, il y a un potentiel marchand, vu que le Maroc aussi a signé plusieurs accords de libre-échange. Ces entreprises aussi bénéficient au-delà du coût de la main-d'œuvre, si vous voulez, de l'industrie qui est en train de se développer, en passant de la production des matières premières et des intrants qui rentrent dans le cadre de la production, par exemple, des batteries. Donc, on n'est plus dans une logique purement de l'assemblage, mais on passe à une logique de plus en plus industrialisée, complémentaire. Donc, on peut carrément parler d'un écosystème autour de l'automobile, et à travers lui aussi l'énergie renouvelable. On sait aussi l'investissement qu'a fait le Oui. Maroc dans ce domaine-là, et c'est complémentaire. Donc, du coup, euh,
Mais alors, est-ce qu'on peut parler d'un changement de modèle industriel? Parce que vous l'avez évoqué, les investissements sont de plus en plus ciblés, qui pourraient passer de l'assemblage à une industrie à plus forte valeur ajoutée. Oui, tout à fait. C'est exactement ça ce qu'on remarque. C'est peut-être nouveau à l'observation, en fait, quand on regarde les données, mais c'est une accumulation qui, comme je disais tout à l'heure, ça a pris au moins 20 ans de travail, en tout cas de choix stratégiques. C'est le fait de monter en gamme en termes d'intégration. Donc, le fait de fabriquer les matériaux, les produits chimiques qui rentrent dans la fabrication, par exemple, des batteries, le taux d'intégration qui s'améliore par année dans le domaine de l'automobile, sans parler, par exemple, de l'aéronautique ou d'autres. Mais c'est surtout ce cluster-là qui crée le plus d'attractions maintenant, c'est des attractions ciblées et ciblées aussi conjuguées avec l'utilisation d'énergie renouvelable. Le Maroc se distingue quand même par des investissements importants dans ce domaine-là. Et les entreprises s'installent parce que s'il y a cette logique de ce qu'on peut appeler les CBAM, peut-être on reviendra sur les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières que l'Europe a imposé depuis le début de cette année, janvier 2026. C'est lié aux stratégies est-ce que c'est lié aux stratégies de décarbonation ou bien il y a d'autres aussi, d'autres programmes qui rentrent en compte? Ça fait partie, mais c'est pas le seul, forcément, parce que, comme je dis, peut-être je me Parmi répète dans lesquels l'idée d'écosystème, parce qu'on a une filière, il y a des entreprises qui s'installent pour la production de voitures électriques et un marché de proximité qui est l'Europe. Bah, forcément, tous les opérateurs dans le domaine du batterie ou autres, donc ils viennent accompagner un petit peu ce écosystème. Si vous voulez, c'est un effet d'appel qui est tout à fait logique et naturel en quelque sorte. Mais ça vient pas de nulle part. C'est un petit peu toutes les investissements de départ, les stratégies d'industrialisation amenées d'abord des entreprises qui s'installent pour l'assemblage, mais monter en gamme dans la valeur. C'est ça qui amène à un moment donné, d'autres entreprises s'intéresseront. Et je crois, et je l'espère en tout cas, dans le futur proche, pourrait amener à ce qu'il y a d'autres types de grosses boîtes aussi qui s'installent dans la Et région. en parlant de ces stratégies d'investissement, le rapport souligne également le rôle de la charte de l'investissement et du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Ces nouveaux instruments changent-ils la manière dont le Maroc attire les grands investisseurs internationaux? Certainement parce que les changements sont nouveaux, mais en tout cas, ce sont des véhicules, si vous voulez, d'un autre type d'infrastructure que je pourrais dire institutionnelle, même s'il y a de la finance aussi. Et ce sont des leviers accélérateurs. La charte d'investissement, quand on la regarde par exemple aujourd'hui, il est beaucoup plus flexible, plus d'incitation. Il ne cherche pas, tout simplement, ne se limite pas juste aux exonérations, mais il va favoriser beaucoup plus davantage la création d'emplois, plus de valeur ajoutée avec le taux d'intégration qui s'améliore, les exportations, la réduction des disparités, par exemple, et la transition énergétique. On y Le vient, oui. fonds Mohamed VI, par exemple, c'est aussi un levier de financement. Avant, il y avait un problème, un dilemme classique, c'est-à-dire les gros projets, par exemple, les entreprises privées ne peuvent pas tout financer. Donc, il y a un problème de risque. Là, le financement, il y a un partage de risque. Donc, l'État s'engage, c'est comme il prend le rôle d'un assureur en dernier ressort et donc il accompagne le privé dans l'investissement. Et en termes de rentabilité, c'est beaucoup plus crédible en quelque sorte. C'est un signal de crédibilité. Et en parlant aussi de signal de crédibilité, on peut aussi considérer le rôle du Royaume dans les énergies renouvelables, la décarbonation et les infrastructures. Est-ce que ces critères sont aujourd'hui aussi importants que le coût de la main-d'œuvre, par exemple, pour convaincre les investisseurs? Absolument. Me semble-t-il que les choses changent depuis que la politique industrielle prend beaucoup plus de forme de politique industrielle verte de par le monde. Bah forcément, les entreprises vont chercher là où leur empreinte carbone est plus faible. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les entreprises cherchent aussi, lorsqu'ils s'installent, à éviter les mécanismes d'ajustement de carbone aux frontières parce qu'ils paieront plus de taxes et leurs produits seront beaucoup plus chers. Par exemple, quand les entreprises, par exemple, chinoises s'installent au Maroc,
avec l'utilisation de tous ces investissements dans les énergies renouvelables, permettent aussi de réduire l'empreinte carbone, les émissions à effet de serre. Et donc, ce sont aussi des avantages qu'offre le Maroc à travers ce créneau de l'investissement dans les énergies renouvelables, que ce soit l'électrique, justement, ou d'autres types comme l'hydrogène, en tout cas. Donc, c'est un avantage réel qu'offre le Maroc dans ce sens-là. Et malgré ces performances, la concurrence internationale reste très forte. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux défis que le Maroc devra relever pour conserver son attractivité et consolider la dynamique qu'il est en train de prendre? Oui, comme vous venez de le souligner, exactement. Il y a, malgré ce qu'on pourrait dire sur le Maroc, j'étais très positif, il y a la concurrence est très rude. Et il y a l'Égypte, par exemple, on a parlé de 3 milliards et quelques, l'Égypte reçoit plus de 15 milliards. Il y a les pays du Golfe qui sont aussi des pays qui sont concurrents directs du Maroc. Il y a la Turquie, l'Inde, le Vietnam, par exemple. Le défi qui me semble le plus important, parce que le Maroc s'est lancé sur ce que je peux appeler ce écosystème. C'est ce que je peux appeler, ou plutôt dans la littérature, on l'appelle la trappe à la technologie. C'est qu'on sait que l'innovation joue un rôle fondamental dans l'économie moderne. L'innovation et aussi, alors on peut se demander dans tout ça, quelles sont les priorités, la formation des compétences, l'innovation comme vous venez de le dire, ou bien la recherche aussi du climat des affaires. Exact. C'est juste ce concept de trappe à la technologie, c'est-à-dire si on n'a pas la capacité d'évoluer dans la technologie, on va rester dans une technologie qui devient obsolète et du coup on perd de compétitivité. D'où l'idée du capital humain, la recherche est fondamentale. Donc les industries de batterie, de l'électronique, de l'hydrogène, tout ces demandent davantage de chercheurs et d'ingénieurs et de chercheurs surtout. Et donc le deuxième défi justement concerne l'innovation, donc le capital humain et l'innovation. On sait que le Maroc maintenant il commence à attirer quand même des entreprises, des grosses entreprises pour le dire. Oui, et notamment des entreprises de fintech. Mais non, je dirais beaucoup plus, oui. C'est vrai que le fintech, ou plutôt le digital, ou plutôt ce qu'on peut appeler le numérique. Mais surtout, au-delà des usines, il faut être capable d'attirer davantage des centres de recherche et développement. C'est ça qui va faire continuer, en fait. Vous avez quelque chose, un socle aujourd'hui, mais il faut que le socle s'installe dans une logique dynamique d'innovation. Sinon, on sera dépassé dans l'idée de la trappe à la technologie qui peut surgir rapidement, comme la trappe à la pauvreté ou la trappe au revenu intermédiaire, en quelque sorte. Et brièvement, pour en revenir au contexte international, qui reste très mouvant, le Maroc peut-il continuer à bénéficier des recompositions industrielles mondiales, comme vous l'avez cité au début, liées à la délocalisation, à la souveraineté industrielle et à la variété des chaînes d'approvisionnement? Oui, en fait, les règles du jeu sont comme ça. Donc, le monde est de plus en plus instable, il est fragmenté. Et du coup, les entreprises cherchent en quelque sorte davantage de résilience. Donc, on parle de résilience de pays, mais de résilience des entreprises en tout cas, et cherchent la proximité, et cherchent un cadre légal loyal, et cherchent aussi un environnement global, des infrastructures, un marché, ou une proximité à un marché, un écosystème industriel. Je crois que le Maroc coche toutes ces cases. Pour ne pas dire toutes les cases, mais quand même pas mal de ces cases sur lesquelles il faut travailler. Il faudra travailler, exactement. Merci à vous, Raouf Redouane, qui, je le rappelle, est professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci à vous. Merci à vous. Merci également. Bonne soirée.